Ah, je pense que vous allez être d'accord avec moi. On a eu un week-end extraordinaire. En fait, nous sommes dimanche matin, le 17 juin, 17 juin 2018, et je me lève. Et je sais que j'ai une belle mission ce matin en me levant, c'est de venir commenter vos photos. J'ai reçu 7 photos cette semaine, je trouve ça vraiment extraordinaire. Puis je pense que je vais les commenter les 7, on va faire ça plus rapidement, mais je vais prendre le temps de commenter vos 7 photos pour vous encourager à me faire parvenir vos images. Je vous invite également à faire... je vais me présenter parce qu'il y en a peut-être parmi vous qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphane Lafrance. Je suis photographe ici dans la région de Sherbrooke. Vous allez voir qu'on va avoir des gens qui sont soit mes élèves, des gens qui font partie de mon club photo. J'ai démarré un club photo avec 2 autres mentors photographes à Quaticook, dans la région de Quaticook. Et ça me fait tellement plaisir de parler photo avec des gens qui sont passionnés. Et c'est ce qui est mon leitmotiv pour pouvoir vous apporter cette émission Fan de photos vous commente, que je vais essayer de faire le plus hebdomadairement possible, toujours dans cette passion et toujours selon la disponibilité de mon temps, évidemment. Donc, sans plus tarder, je vous rappelle le processus, c'est que vous m'envoyez vos photos à l'adresse suivante, fan-de-photos@milimic.com, et je vais mettre l'adresse à la toute fin de l'émission, de sorte que vous puissiez la voir là, vraiment visuellement sur votre vidéo comme telle. Donc, partagez la bonne nouvelle. Vous pouvez partager mes vidéos. Comme ça, on va pouvoir faire le tour de la planète plus facilement. Je vous rappelle que l'émission, alors qu'elle était sur iTunes, il y avait 55 pays qui écoutaient cette émission-là. D'une façon, j'avais au-delà de 1600 personnes qui écoutaient l'émission par semaine. Et je trouvais ça vraiment extraordinaire. Si vous allez faire une petite tournée sur iTunes et vous faites fan de photos, bien, vous allez pouvoir trouver les 26 premiers épisodes de l'émission Fan de photos. Et vous allez pouvoir contribuer comme ça à vos connaissances, à améliorer vos connaissances techniques sur la photographie. Et pourquoi pas écouter l'émission, parce que c'est une émission qui est simplement sonore. Pourquoi pas la mettre dans votre baladeur et d'en profiter lorsque vous faites, par exemple, vos activités vos activités préférées, soit que ce soit la photo, évidemment, mais que ce soit de prendre vos marches, etc. Donc, on se lance tout de suite. Je vais commencer avec la première photo. La photo, je pense que c'est une abeille. Une photo qui nous a été envoyée par... On va reculer un petit peu. Une photo qui nous a été envoyée. Je vais vous parler du logiciel que j'utilise ce matin pour faire pour commenter vos photos. Je ne sais pas si... Vous voyez, bon, je vais refaire apparaître ce panneau-là ici. Le logiciel s'appelle le logiciel Lightroom. Dans le logiciel Lightroom, c'est un logiciel qui est fait pour pouvoir recevoir les photos qui sont dans votre appareil photo. Donc, vous branchez votre appareil photo ou soit vous branchez votre lecteur de carte, vous insérez votre carte et les photos se transfèrent directement dans le logiciel. Une fois que les photos sont transférées, bien, ils vont apparaître dans une arborescence qui va être comme ça ici. Puis là, vous pouvez dicter là, comment que vous voulez que l'arborescence apparaisse, soit par l'heure de capture, vous voyez, je suis rendu en bas ici, l'ordre ajouté, ça peut être un paquet d'affaires, mais je vais demeurer dans l'heure de capture parce que c'est comme ça que je pensais les commenter ce matin, fait qu'on va rester comme ça. Dans le panneau de gauche, on a quelques répertoires là, que j'ai ici actuellement sur le disque que j'ai ouvert ce matin. Et dans le panneau, de toute façon, je vais en profiter pour le fermer tout de suite. Et dans le panneau de droite, on a toutes les informations qui sont en relation avec les différents onglets que l'on a dans le haut du logiciel, soit la bibliothèque dans laquelle nous sommes, le développement dans lequel nous allons aller dans pas long, carte que je ne me sers jamais, livre que je ne me sers jamais, diaporama que je ne me sers jamais, impression que je me sers presque pas, et web que je ne me sers pas, que je devrais peut-être me servir un peu plus. Bon, ce sera pour une autre émission. Je me lève, nous sommes il est 7h30 du matin, et ma voix n'a même pas pris son café encore, et je vous apporte tout de suite l'émission Fan de photos vous commente. Alors, on va débuter tout de suite avec la première photo, donc je clique dessus, à gauche. Et je m'en viens dans mon panneau, dans mon onglet développement, et on entre dans la photo. Qu'est-ce qu'on a dans le
panneaux de développement qui sont des informations qui sont vraiment pertinentes pour moi aujourd'hui pour commenter vos photos. Entre autres, si je veux commenter les ajustements, je vais voir ici que j'ai un ISO de 3200 avec une focale de 55 mm, une ouverture de f10 lorsque Nathalie Larochelle a pris cette photo et une vitesse d'obturation de 1/4 millième de seconde. D'emblée, on s'est quitté il y a 3 semaines, 1 mois, au Club Photo avec, vous avez des objectifs de photos à prendre pour l'été. Et l'objectif que l'on a laissé à nos membres, c'est de prendre des photos d'insectes. J'imagine que dans les semaines et les mois à venir, durant l'été, Nathalie va prendre plusieurs images d'insectes parce qu'elle me dit que c'est sa nouvelle passion. Hein? Je ne sais pas si je pourrais aller vous lire son texte. Bougez pas. Cette photo a été prise par une belle journée ensoleillée. Sur le bord du canal Chambly, je ne pensais pas que le défi photo de l'été du club de photo de Quaticook me donnerait autant de plaisir. Les insectes sont devenus un sujet que j'adore photographier avec l'insecte le plus net possible et c'est un réel défi. On découvre la beauté des insectes. Je n'ai pas d'objectif macro, mais j'ai réussi à avoir de bons résultats avec ma 18-55 mm. On parle d'un zoom. Du moins, j'en suis satisfaite et j'aimerais bien avoir l'avis d'un expert. Alors, l'expert, c'est peut-être moi. Dans ce cas-ci, même à 1/4 millième de seconde, les ailes sont floues. Est-ce que tu trouves que ça nuit à la beauté de la photo, Stéphane, ou c'est acceptable? 1/4 millième est la vitesse la plus rapide de mon appareil photo. Alors, on va aller voir ça tout de suite, hein, cette belle image-là. Écoute, donc, je le mentionnais, puis je vais le mentionner tout le temps. Toutes les fois que vous appuyez sur votre déclencheur, vous avez une intention photographique. Hein? Vous avez déjà l'idée de qu'est-ce que vous aimeriez obtenir, que ce soit une grande profondeur de champ, une petite profondeur de champ, capter, par exemple, l'insecte qu'on a ici, de capter son mouvement rapidement pour le saisir en plein vol, ou encore d'octroyer un mouvement dans la photo. Donc, Nathalie me précise rapidement que elle, son intention, c'était de capter cet insecte-là pour être capable de voir le plus de netteté possible dans les ailes. Donc, elle s'est rendue au maximum que lui offrait son appareil photo, soit 1/4 millième de seconde. Nathalie, je pense que tu as été à la limite possible de cette capture-là, 1/4 millième de seconde. Peut-être que si tu avais, et là, je parle vraiment hypothétiquement, mais peut-être que si tu avais été sur un trépied, peut-être que le mouvement aurait été plus net si tu avais été sur un trépied. Et ça, même si tu es à 1/4 millième de seconde, peut-être que tu suivais le mouvement de l'abeille, puis ton téléobjectif, comme ça, tu le manipulais rapidement pour suivre le mouvement de l'abeille. Et ça participe finalement au 1/4 millième de seconde, où ce que tu en as un petit peu moins. Mais d'après moi, ça participe pas énormément, mais ça pourrait contribuer à ce que tes ailes ici soient un petit peu plus nettes, juste un petit peu plus nettes. On peut voir que ta mise au point, elle est vraiment sur la coche, hein, vraiment sur la tête de l'abeille, parce qu'on a une ouverture de f10. Une ouverture de f10 avec un objet aussi près de toi, comme ça, bien, ça fait en sorte que ta profondeur de champ elle est vraiment toute courte, hein? Elle n'est pas très profonde. On peut voir les feuilles derrière, je ne sais pas comment loin elles sont, les feuilles derrière, mais on peut voir comment elles sont floues. D'après moi, elles ne sont pas très très loin derrière. On peut voir aussi que le centre de ta netteté, là, on peut voir que ici, au bas de la je ne sais pas si je peux zoomer une petite affaire, au bas de la fleur, on peut voir qu'il y a un peu plus de netteté ici. Tandis que j'ai une belle netteté quand même jusqu'ici. Ta profondeur de champ est vraiment intéressante au niveau de ta prise de vue. Je pense que tu ne pouvais pas faire mieux avec ça. Tes ajustements, je les trouve vraiment pertinents. D'avoir monté ton ISO à 3200, qu'on peut voir ici en haut. Mais ça se comprend hein, parce que ton intention, c'était d'avoir une image très nette. Tu voulais arrêter ce mouvement-là, donc tu voulais obtenir ton 1/4 millième de seconde. Et tu voulais avoir une bonne profondeur de champ, donc ton f10. Tes ajustements sont vraiment sur la coche et j'apprécie beaucoup ça. Côté cadrage, j'imagine que si tu avais eu un peu plus la chance de cadrer
puis prendre ton temps un peu plus, probablement que tu aurais été saisir le bout d'aile qui nous manque ici. Là. Je sens qu'il nous manque un petit bout d'aile ici, son aile gauche à elle, mais à droite pour l'écran. Ça aurait été peut-être plus intéressant, mais crime, regarde, si maintenant on avait une règle des tiers instaurée sur ton image, on peut voir que tu es en plein dans la règle des tiers pour ton abeille, en plein pour la règle des tiers ici, pour la fleur, et je trouve ça vraiment le fun. Côté traitement, tu t'es pas donné, dans le fond, tu t'es pas cassé la tête au niveau du traitement, tu as donné un traitement bien naturel, hein, comme on retrouve sur nos photos, et c'est un choix judicieux de ta part. Somme toute, c'est une très belle photo et j'apprécie beaucoup que tu me l'aies partagée. On va aller voir la deuxième. Photo envoyée de Nathalie Plante. Nathalie Plante qui m'a gentiment invité à son exposition de photographe annuelle. Je crois que c'est au mois d'août, quelque part au mois d'août. Ça va se passer à Istingus. Et Nathalie, qu'est-ce que tu m'as envoyé avec cette photo-là, donc? Tu m'as envoyé, où sommes-nous ici? On va fermer ça ici. Voici un portrait de une de mes amies. Alors, on retourne en Lightroom. Qu'est-ce qu'on a comme ajustement? On a un ISO de 800. On a une focale. Une focale, c'est le chiffre sur l'objectif qui nous permet d'apprécier la distance focale que l'on avait d'ajuster sur notre objectif. Donc, c'était peut-être un objectif fixe. En fait, on peut peut-être aller voir dans les métadonnées. Qu'est-ce qu'on a dans les métadonnées? On peut voir que c'était probablement un objectif fixe que l'on avait sur une 50 mm. Ensuite, on a une ouverture de 2.8 avec une vitesse d'obturation de 1/125e de seconde. Je te parlais de cette image, ma chère. Tout d'abord, tu es peut-être à l'intérieur, peut-être que tu es à l'intérieur, puis qu'il y a une fenêtre sur le côté gauche de ta demoiselle, là, de ton amie, qui éclaire cette partie-là du visage, mais je peux voir aussi qu'il y a également une lumière qui embarque sur le côté de sa joue comme ça. Donc, peut-être qu'il y a plusieurs sources de lumière. Peut-être que tu es près d'une fenêtre dans un coin d'une résidence. Je ne suis pas sûr que tu sois à l'extérieur, par exemple. D'après moi, tu es à l'intérieur. Si je pouvais zoomer un peu plus, s'il n'y avait pas ce traitement-là sur l'image, je pourrais peut-être voir une inspiration d'une fenêtre ici, mais pour le moment, je n'en ai pas. Donc, je présume qu'il y a une fenêtre sur ce côté ici. Et peut-être un éclairage quelconque sur ce côté-là, peut-être produit par une lampe ou quelque chose du genre. Mais c'est un éclairage un petit peu plus direct, parce que j'ai un petit peu moins de douceur sur cet éclairage-là. Donc, c'est un petit peu plus direct. Ensuite de ça, tu as choisi une ouverture de 2.8. Peut-être que ton intention, c'était d'avoir une très courte profondeur de champ et tu l'as obtenu. Ta mise au point semble très précise ici, malgré le traitement que tu mets sur ton image actuellement fait en sorte que c'est un petit peu plus mou comme netteté, mais on peut voir que ton œil est beaucoup plus clair que ton oreille ici derrière. Donc, c'est très intéressant à ce niveau-là. Ton choix de vitesse d'obturation, 1/125e. Il y a une loi qui dit en photographie que lorsque tu photographies à main levée, que tu ne devrais pas avoir une vitesse d'obturation qui est inférieure à la longueur focale de ton objectif. Donc, si tu as un objectif de 50 mm, comme on peut voir ici, et que tu as utilisé une vitesse d'obturation de 1/125e, tu es super correct. Là. C'est vraiment intéressant au niveau de ces ajustements-là. Et ce, même avec un boîtier qui a un capteur un petit peu plus petit, qui va multiplier ta focale. Mais c'est parfait comme ajustement. Ton ISO 800, c'est probablement un ISO qu'il faut commencer à penser qu'il faut faire attention parce qu'on pourrait avoir un risque de bruit dans ton image. Surtout lorsque tu as des endroits qui sont plus sombres. Lorsqu'on montre en ISO, je vais retourner voir la photo de notre ami ici. Lorsqu'on montre en ISO, vous voyez ici, on a un ISO de 3200. On ne peut pas remarquer énormément de bruit dans l'image parce qu'il n'y a pas beaucoup de côtés sombres, de parties sombres dans l'image. Tandis que dans la photo de Nathalie ici, on a beaucoup de sombre. Peut-être que c'est un sombre qui a été affiné, un peu plus assombri avec le logiciel de traitement, mais d'après moi, pas tant que ça. Si je regarde la clarté au niveau de l'illumination que j'ai sur son visage. Donc, il faut faire attention. À partir de 800 ISO, il faut commencer à se poser des questions selon l'appareil photo que l'on a de disponible pour faire nos photos.
Ensuite de ça, côté cadrage, c'est parfait. Je l'adore beaucoup. Lorsque l'on a un visage comme ça, on applique la règle des tiers. Peut-être que si tu avais vraiment voulu appliquer la règle des tiers, là, on aurait pu descendre comme ça ici, pour mettre ses yeux sur cette règle des tiers-là. Peut-être faire ça comme ça ici. En fait, je ne la mincierai pas tant que ça, mais je vais juste ramener ses yeux sur la règle des tiers, comme ça. Puis je vais l'accepter comme ça. On va y revenir à ta photo ensuite. Je vous parle de ça parce que c'est possible de couper la partie haute de la tête, là. Peu importe à quelle hauteur, on est capable de couper ça. On pourrait même couper encore davantage parce que je vois que j'ai beaucoup de résolution dans ton image, puis on est capable d'y aller. On pourrait y aller comme ça. L'important, c'est qu'il ne faut pas jamais couper le menton ni la bouche, en fait, surtout pas le menton, là. Et incidemment, on ne coupera pas la bouche, de sorte qu'on puisse garder l'élément le plus important dans une photo, c'est les yeux. Hein. D'avoir un nez net, d'avoir une bouche nette, c'est peu important. L'important, c'est le regard. Et de ce que je peux voir, cet œil-là ici est beaucoup plus près de l'appareil photo que celui-là. Donc, la mise au point doit être prise sur cet œil-là ici, lorsqu'on fait notre photographie. Donc, je reviens, ma chère Nathalie, je vais revenir à ton cadrage de base. Mon Dieu. On va y revenir. Tout comme ça. Mais néanmoins, j'aime beaucoup ton cadrage. Mais maintenant, côté de ton traitement, jamais je vais juger le traitement de quelqu'un. Mais c'est un traitement qui est intéressant, que ça faisait longtemps que je n'avais pas remarqué, que je n'avais pas constaté. C'est un traitement qui est le fun. Oui, c'est un traitement qui est le fun. On peut voir qu'il y a comme une petite répétition dans le traitement ici. Pouvez-vous voir les petites lignes qui sont ici, comme ça, là? Je ne sais pas si vous pouvez remarquer. C'est comme si c'était un traitement. Je ne sais pas trop, mais il y a un algorithme qui revient ici, là, dans le bas de l'image. Fait que cet algorithme-là est partout. On peut le constater davantage là, dans le bas de l'image parce que c'est beaucoup plus sombre. Probablement que j'ai le même algorithme là, au niveau des barres. Je ne sais pas si vous voyez les barres verticales sur l'image comme moi je la vois, j'imagine. Ça vient me déranger un petit peu. Hein? Ça vient me déranger un petit peu, Nathalie. Mais quand j'ai une zone sombre comme ça ici, là, ça devient très intéressant pour y mettre ta griffe, Nathalie. Si tu veux un jour y mettre ta griffe de ta signature de passionné de photo, bien tu pourrais peut-être l'installer ici dans le partie sombre. Ça pourrait être le fun. Je pense que je vais compléter pour cette photo-là. On va aller voir la prochaine. Photo envoyée par une de mes élèves, Lynn Bergeron. Wow, Lynn, wow. Quelle belle photo, hein? Tout de suite, là, je vais te dire qu'on va aller voir tes ajustements. ISO 400 avec une focale de 50 mm, qui est l'objectif le plus courant en photographie. Ensuite, une ouverture, regardez ça, f1.8 avec une vitesse d'obturation de 1,200. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as pris comme setup ici? Peut-être que tu as mis... j'aurais le goût de dire que tu aurais peut-être 2 flashs ou 2 sources de lumière. Ça ici, je pense que c'est une fenêtre. Qu'est-ce que je vois là? Ici, c'est peut-être 2 sources de lumière, peut-être 2 flashs. Mais je vois ici qu'il y a un beau petit reflet de lumière. Ça, c'est probablement causé par cette lumière-là ici, qui doit être vraiment là, presque mettons à cette hauteur-là ici de la photo. Hein? Très près de son épaule, parce qu'on peut voir ici qu'il y a une belle lumière. C'est comme s'il y avait 3 lumières sur cette photo-là. Je trouve ça le fun. J'aime ça pouvoir regarder une image puis étudier la lumière qui tombe sur mon sujet. Ça m'apprend beaucoup sur comment le photographe, comment la personne a procédé pour éclairer son sujet et comment elle nous a rendu ça, comment la force de ces flashs. On a beaucoup de choses à dire sur cette image-là. Tout d'abord, côté ajustement, je peux penser que ton intention, c'était d'avoir une toute petite profondeur de champ parce qu'on peut voir que cet œil-là ici est pas mal net. Hein? C'est-à-dire, cet œil-là ici, en fait, ils sont pas mal nets tous les deux. Hein? Mais lui, il y a plus de contraste dedans. Fait que ça me fait penser qu'il est un petit peu plus net que celui-là. Ensuite de ça, on peut voir que la couche du bébé ou son bas du corps est vraiment très, très flou. Et puis, ses pieds à l'autre bout sont hyper flous. C'est la qualité d'avoir un objectif très lumineux et de pouvoir s'offrir une ouverture de 1.8 pour prendre une photo.
Côté cadrage, je pense que c'est un cadrage qu'on retrouve souvent dans ce type de photo-là. Ce qui fait en sorte que lorsque tu prends ta photo, tu ne t'approches pas suffisamment de ton sujet. J'ai le goût de griffonner un petit peu ton cadrage. Puis je vais l'aider un petit peu. Ce que je vais faire, c'est que je vais cadrer plus serré. Je dis ça souvent à mes élèves. Lorsque tu penses que tu as fait un cadrage merveilleux, rapproche-toi un petit peu plus de ta photo, de ton sujet, pour cadrer un peu plus près. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais cadrer légèrement plus près. Et là, tout le superflu, je vais revenir en arrière, tout le superflu que j'avais sur cette image-là, surtout cette ligne-là ici qui m'a dérangé lorsque j'ai ouvert la photo, là, c'est la première chose que j'ai vue qui m'a dérangé, c'est cette ligne-ci. Lorsqu'on cadre de plus large, bien, tout ce qui vient faire le tour de la photo devient des éléments qui peuvent être dérangeants s'ils ne sont pas bien, soit la texture n'est pas uniforme, comme dans le cas présent, que ce soit que cette partie-là peut-être aurait été surexposée, donc pas le même éclairage que l'on a sur notre sujet, ou peu importe. Si on est capable de cadrer un petit peu plus près, bien, on s'aide, on enlève les choses qui pourraient venir nous déranger. Donc, si je voudrais garder les yeux de notre ami le bébé dans la forme du tiers comme ça, bien, je pourrais cadrer comme ça la photo. Ça pourrait être très intéressant, puis je l'aimerais beaucoup. Je pourrais aussi cadrer un petit peu plus près, comme ça ici. Couper la partie du chapeau en haut, qui est peu importante, pour être encore plus près de l'image. Et puis, c'est comme ça que je vais la faire, comme ça. J'ai mon bébé dans son entité. J'ai une belle paire de yeux en plein sur ma ligne de tiers ici. Et je peux voir aussi que dans cette ligne de tiers-là, bien, on repose sur une espèce d'horizon. Hein? Un horizon qu'il faut imaginer, là, mais on peut dire que le petit bonhomme, il s'appuie sur un horizon comme ça. Et je trouve ça intéressant comme cadrage. Donc, je vais revenir à ton cadrage de départ pour ne pas y jouer et te dire que effectivement, il y a une petite ligne en haut de l'image qui me dérange un petit peu. Côté traitement, quand je parle côté traitement, je vais souvent aller voir la couleur de la peau. Regardez la couleur de la peau. Est-ce que c'est une peau qui est de la couleur naturelle? Wow! Mais très belle couleur de peau. Donc, côté traitement, on n'a pas poussé sur un type de traitement. J'aime beaucoup, beaucoup ça. Je peux voir qu'on a un éclairage qui est très uniforme sur son sujet. Peut-être un petit peu plus de lumière ici, là, mais en général, c'est très uniforme. Alors, si je résume, ma chère Lynn, très belle image, composition extraordinaire, choix judicieux d'ajustement, puis ton rendu d'image est formidable. Bravo, bravo, bravo. La prochaine. Toujours envoyé par Lynn. Lynn m'a envoyé 3 photos cette semaine. Je ne pensais pas les commenter les 3, mais je vais y aller. On va le faire plus rapidement. Tu es en plein jour. Hein? On peut voir que c'est une photo prise en plein jour. C'est intéressant d'avoir un ISO le plus bas possible parce que tu peux te le permettre. ISO 100. Tu as une focale de 18 mm. 18 mm, on parle que c'est une focale qui est un plan large. Donc, c'est une grande ouverture. C'est un objectif à grande focale. Donc, c'est un objectif avec une focale qui est très large. Ensuite de ça, tu as une ouverture de f9 qui est intéressante pour ton sujet et tu as une vitesse d'obturation de 1,200. Quand je regarde ces ajustements-là, je me pose la question, Aline, c'était quoi ton intention lors de la prise de vue? Et je regarde tes ajustements, 1/200e. Est-ce que tu voulais protéger ce 1/200e-là pour ne pas descendre dans une vitesse d'obturation qui était trop lente pour ton sujet? Est-ce que tu as favorisé un F9 pour cette ouverture-là, pour cette photo-là? Je ne sais pas trop. Si je m'en viens voir les métadonnées, qu'est-ce qu'ils pourraient me dire? Ah, tu vois, priorité ouverture. Donc, lors de ta prise de vue, tu avais mis une priorité ouverture pour F9, ce qui t'a donné ton 1/200e de seconde. F9 pour cette photo-là. Bon, où tu as fait ta mise au point? On va aller voir. On va aller voir s'il y a des endroits qui sont un petit peu plus clairs que d'autres. Tu vois là, je regarde la porte de la résidence de l'ancienne église ou de l'église. Je vais voir que c'est un petit peu plus flou cette zone-là ici. Je
Je peux voir que dans les cèdres aussi, c'est un petit peu plus flou. Mais il ne faut pas que je me fie trop aux côtés de l'image, parce que des fois, nos objectifs ils sont moins d'une qualité sur les côtés de l'image, mais je peux voir qu'il y a effectivement un flou, là, tout le tour ici. Donc, ce qui m'amène à me dire que ta mise au point, là, tu l'as définitivement mis sur ton monsieur qui est ici. Donc, la mise au point a été mise sur ton monsieur ici et on a la dividende de ton F9, c'est qu'on a quand même une profondeur de champ qui est intéressante avec pas trop de flou sur l'église ici. Dans une situation comme ça, c'était quoi ton sujet principal? Hein? C'était-tu l'église? C'était-tu le monsieur qui marche? Je ne sais pas trop. Peut-être que ta mise au point elle aurait été plus intéressante de la faire sur... tu vois, qu'est-ce qu'on voit le plus loin qu'on peut voir sur l'image? On peut voir que l'arbre qui est ici, là, c'est le sujet, là, c'est l'item dans cette photo-là qui est le plus loin dans l'image. Qu'est-ce qui est le plus proche? On va dire que c'est la sandale qui est ici. Entre cette zone-là et cette zone-là ici, on a une distance. Entre cette zone-là ici et c'est la sandale de ton monsieur, on a une distance. Il y a une loi en photo qui dit que si tu veux avoir le maximum de ta profondeur de champ, pour être capable de pouvoir avoir le maximum de netteté, tu as choisi une ouverture de F9. Donc, je pense que tu travailles sur ta netteté d'image. C'est de faire la mise au point à la fin du premier tiers. D'accord? Si, mettons, on pourrait imaginer la fin du premier tiers, on pourrait-tu dire que si je regarde le petit sentier qui nous mène à l'église, si on débute ici, on va dire qu'ici, ce serait pas mal la fin, mettons, ici, ce serait la fin de mon premier tiers. Ici, ce serait la fin de mon deuxième tiers. Et en arrière, où les arbres qui sont là, ce serait la fin de mon troisième tiers. L'important, c'est de faire la mise au point. Si on veut avoir une belle balance de netteté dans notre image, c'est de faire la mise au point sur la fin de mon premier tiers. Donc, faire la mise au point juste ici. Qu'est-ce qui aurait arrivé si on avait fait la mise au point juste ici? Là, tu m'aurais dit, « Ah, Stéphane, j'ai pas de sujet, là. Mon monsieur est ici, puis mon église est là-bas. Comment je fais pour faire la mise au point juste là? » Eh bien, tu fais la mise au point sur la pelouse ou sur le concassé ou sur les petits arbustes qui sont là. L'important, c'est de faire la mise au point à la fin du premier tiers selon la distance que tu as entre ton sujet qui est le plus près de toi, qui est très intéressant, qui est très important, et le sujet qui est en arrière-plan. Puisqu'on n'a pas une profondeur de champ là, à se jeter par terre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir des montagnes qui vont être nettes en arrière-plan, c'est beaucoup plus facile de gérer cette profondeur de champ-là, de cette façon-là. Si j'avais eu, mettons, je ne sais pas moi, un lac ici en avant de ce monsieur-là, puis là, j'avais un bateau qui était sur le lac, où je fais la mise au point à la fin de mon premier tiers sur des vagues, c'est quasiment pas possible. Puis à ce moment-là, je me revire de bord. Hein? On se revire de bord, puis on va chercher un objet qui est derrière nous, qui est sur la grève, qui va me permettre de pouvoir faire une mise au point. Donc, je fais la mise au point à la même distance que je présume être cette distance-là, la fin de mon premier tiers. Et je vais faire la mise au point sur ce sujet-là, sur cet objet-là, en appuyant sur mon déclencheur à la moitié. Et je reviens cadrer ce beau cadrage-là, toujours en faisant attention à la règle des tiers. Et je viens compléter ma photo. Donc, comme ça, si j'avais eu aucun endroit pour pouvoir faire mes mises au point, mais j'aurais eu un endroit derrière moi pour pouvoir la faire. Très intéressant à faire attention à la profondeur de champ et comment en bénéficier au maximum en faisant la mise au point là, à la fin du premier tiers et non pas sur notre monsieur. Parfois, on est bousculé. On doit faire une photo rapidement parce que le sujet peut changer de place. Ou c'est une intention. On a un moment donné, puis on veut prendre une photo là, d'un sujet que l'on voit rarement, puis on veut le prendre comme ça, sur le coup. Bien, à ce moment-là, on n'a pas toujours le bon réflexe. Mais c'est toujours de faire attention à notre profondeur de champ. Mais on a une valeur ajoutée sur nos images. Une valeur ajoutée qui est très intéressante. Qu'est-ce qu'on a ici en haut? OK, c'est bon. Côté cadrage. Tu vois, si je fais apparaître ma règle des tiers ici, je peux voir que ton horizon là, est pas mal au centre. Ouf! Qu'est-ce que tu veux faire? Ton intention, c'était d'avoir notre monsieur qui était grand, qui était complètement, même s'il ne manque qu'une petite partie de sa sandale, là, je la laisse passer. Pour cette photo-là, je laisse passer. Tu voulais avoir la partie de ton clocher aussi.
Qu'est-ce que tu aurais pu faire? Mais là, actuellement, tu es à la même hauteur. Hein? Tu n'es pas accroupi par terre. Tu t'es pas monté sur quelques chaises pour pouvoir prendre cette photo-là. Mais imaginez que si tu t'accroupissais par terre pour prendre cette photo-là, on aurait eu notre monsieur qui aurait été un petit peu plus haut, là, mais tu aurais eu une belle ligne d'horizon. Tu aurais pu avoir et notre monsieur et le haut du clocher, mais ta ligne d'horizon, elle aurait pu descendre. Elle aurait pu descendre à ce niveau-là. J'en suis certain si tu t'étais accroupi. Ça aurait été plus merveilleux pour le cadrage. Parce que là, si, mettons, on voudrait appliquer un cadrage plus intéressant, mais on vient couper la partie du bas de notre monsieur, qui devient moins intéressante. Mais regarde comment ton paysage il vient prendre un beau bond là, dans le côté génial de la photographie. Juste en ayant joué avec notre encadrage puis avoir apporté la ligne d'horizon sur notre premier tiers ici. Je ne toucherai pas pour le moment. Côté traitement, ben, tu t'es pas cassé la tête. Tu m'as donné une photo telle qu'elle est sortie de ton appareil photo. Je trouve ça parfait. Est-ce que ton clocher d'église est droit? Quand on a un monument comme ça, puis surtout quand tu me présentes une photo comme ça, là, je vais exagérer, là, mais si, mettons, ton clocher d'église est comme ça, c'est beaucoup plus, facile à voir. Mais est-ce que notre clocher d'église actuellement, il est droit ou pas? Avec mon logiciel, je peux aller faire une petite vérification. Fait que si je me mets ici, comme ça, puis je viens tirer une ligne, comme ça ici, on va voir si l'église va se remettre plus droite. Oups, Stéphane, qu'est-ce que tu as fait? On recommence. Comme ça. Et puis ça, ce petit outil-là, ça fonctionne juste sur... Là, je m'assure de vraiment suivre les poutres là, du devant de l'église. J'aurais pu prendre les escaliers qui sont devant aussi. Ah, voyez-vous, l'église vient de se corriger. Puis on peut voir la correction ici dans le haut de l'image. Voilà. Là, on a une église qui est vraiment droite. C'est des petits ajustements que l'on doit faire lorsque l'on présente une photo et surtout lorsque l'on présente une photo à fan de photos vous commente pour ne pas que je vous en parle. C'est très intéressant. Somme toute, parfaite image. J'aime ton audace, Lynn. On peut voir aussi, hey, je vais vous amener à faire une belle constatation ici. À quelle place est le soleil sur cette photo, d'après vous? On peut voir là ici que l'épaule ici est bien éclairée, on peut voir l'ombrage qui est là. Donc, on peut dire que la photo, là, le soleil se retrouve au-dessus de votre épaule droite. Là. Si vous regardez cette vidéo-là, c'est au-dessus de votre épaule droite. Lorsque le soleil est derrière nous, aussi bien derrière nous d'une façon franche, mettons derrière nous comme à 6 heures derrière nous, si, mettons, le devant il serait à midi, le ciel va toujours être plus saturé en bleu hein, lorsque le soleil est derrière vous que si le soleil est devant vous. Vous observerez ça lorsque vous prenez des photos ou lorsque vous prenez une marche à l'extérieur. Faites le tour du ciel là, tout autour de vous et regardez le ciel. Puis vous allez voir que le côté du ciel où le soleil se trouve est beaucoup plus pâle. Et au contraire, lorsque vous regardez le ciel sur l'autre côté où le soleil se trouve, le ciel est beaucoup plus saturé. Et ça devient intéressant au niveau des couleurs qu'on peut obtenir dans le ciel comme ça. Bravo Lynn, on passe à la prochaine photo. Toujours une photo de Lynn. Là, Lynn, par exemple, là, les pieds de monsieur sont très réellement importants dans cette image-là. Peut-être, encore une fois, si tu t'étais accroupi, tu aurais pu capter les pieds de ton monsieur, puis tu aurais observé quand même de pouvoir obtenir le beau cadrage que l'on a ici pour la chute. Donc, je mets de côté ton monsieur, même s'il est dans le bon tiers. Hein, regardez bien ça ici. Voyez-vous, le monsieur se trouve dans un tiers vertical. Très intéressant. On peut voir que la chute, elle se trouve dans le tiers de droite. Toujours le tiers vertical. Très intéressant aussi. Qu'est-ce qu'on a comme ajustement sur ça? ISO 100, focale de 18 mm, f11 avec 1/40 de seconde. Hey, 1/40 de seconde. Vraiment le fun. Je vais vous avouer que je ne regarde jamais les ajustements de vos photos avant de les commenter. Je le fais en même temps que vous. Et c'est intéressant. Je peux aller voir qu'est-ce que tu avais mis comme priorité là-dessus. Priorité ouverture. OK. Tu as une ouverture en priorité F11. Donc, tu voulais que ton monsieur puis que la chute soit toute nette. Encore là, si on vient faire le travail de c'est quoi la netteté sur ton image, plus j'avance dans les roches,
je peux voir qu'on commence à être de plus en plus flou. Là, je m'en viens voir les parties qui sont nettes dans ton image, les parties qui ne bougent pas, les rochers, par exemple. On peut voir que c'est de plus en plus flou. Et ici, je tombe sur la paroi. Donc, les roches les plus nettes là, se trouvent là, puis si je regarde la glissière ici, probablement que tu as mis au point sur ton monsieur ici. Est-ce que c'est là qu'on devrait faire la mise au point? J'en suis pas énormément certain. Hein? Tu as favorisé une priorité ouverture, donc ton 1 F11, qui devrait avoir été intéressant pour capter tout ça. Peut-être que tu es un petit peu près de ton monsieur, par exemple. Mais si j'avais à faire cette photo-là, j'imagine que mon premier tiers se termine autour d'ici. Mon deuxième tiers se termine ici, puis que la chute ici serait la fin de mon troisième tiers, parce que j'ai rien d'autre en arrière. Ces arbres-là, ils ne comptent pas. C'est vraiment des sujets qui sont là, mais qu'on ne devrait pas en tenir compte, nécessairement, pour pouvoir apprécier notre profondeur de champ, parce qu'ils ne sont pas d'une grandeur. Hein. Presque pas eux autres qui... Tu n'es pas arrivé sur cet endroit-là et dire « Ah, mon Dieu, les arbres qui sont en haut là sont vraiment... Wow! » Hey, j'aime ça dire « Wow! » parce que ça donne un son particulier dans mes écouteurs. Donc, mise au point, je l'aurais fait probablement sur la roche qui est là, hein, pour bénéficier d'avoir une profondeur de champ qui va être acceptable pour l'ensemble que tu as là. Mais, lorsque tu as fait ta prise de vue avec une priorité à F9, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais avec un ISO de 100, ta vitesse d'obturation, elle est tombée à 1/40e de seconde. 1/40e de seconde, qu'est-ce que ça a comme effet? Regardez-moi ça, comment c'est beau. Regardez-moi ça. Toutes les gouttes d'eau, on va dire des pans d'eau qui est en train de tomber de cette magnifique chute, bien, elles sont toutes étirées. Ça, c'est la vitesse d'obturation qui a fait ça. 1/40e de seconde. Regardez comment c'est beau. Moi, je ne suis pas... on peut voir que l'eau arrive d'une espèce de tunnel ici en haut. Je ne l'avais pas remarqué encore. Ceci dit, j'ai des amis qui sont fanatiques de prendre des chutes. Ils vont mettre leur appareil photo sur un trépied, puis ils vont mettre ça sur une barre d'une chute comme ça. Puis ils vont utiliser des vitesses d'obturation qui sont vraiment l'ordre de tout petit, là. Voire 1 seconde, 2 secondes. Ils font ça à la fin de la journée lorsqu'il y a moins de lumière, qui nous permet de descendre en luminosité comme ça, sans avoir à mettre un filtre ND que l'on parlera un jour dans nos commentaires de photos. Mais 1/40e de seconde, regardez comment c'est vraiment intéressant. Je peux voir qu'il n'y a pas nécessairement de traitement sur ton image, mais ça vaudrait la peine, Lynn, que tu regardes pour un Lightroom, parce que regarde bien le curseur ici de haute lumière. Je vais m'approcher un petit peu des chutes comme ça, là. Mettons dans cette zone-là ici. Si je prends le curseur des hautes lumières, tout ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va toucher, je vais reculer pour que vous puissiez voir d'une façon plus intense qu'est-ce que ça donne. Regarde, juste les hautes lumières qui sont abîmées, là, qui sont pas abîmées, mais qui sont rehaussées là, pour la chute. Hein, c'est très intéressant. Mais ce que je peux faire, c'est que je peux prendre mon petit pinceau ici, puis peinturer la zone de la chute, simplement, et d'aller chercher mon petit curseur pour aller chercher juste mes hautes lumières, pour monter la lumière dans cette chute-là, sans faire de la surexposition, là, d'exagérer. Mais si je fais ça comme ça, je trouve ça intéressant. Hein? Ça donne un peu plus de magie à cette belle lumière-là qui tombe dans tes chutes. Cadrage, je l'ai discuté. Traitement, je l'ai discuté. Belle image, Lynn. Bravo. Attention, peut-être que ce n'était pas ton intention là, d'avoir 1/40e de seconde ici. Peut-être à cause juste. Puis je reviens au fait que tu avais mis ton appareil photo sur priorité ouverture. Donc, tu dois faire attention à ça. Prochaine image qui nous parvient de Caroline Pomerleau. Caroline, tout de suite, qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on regarde ton image? Je vais aller chercher ça ici. Là. On peut voir que ton horizon est en plein centre. Hein. Et ça, peut-être que ça pourrait être mieux que ça. Si, mettons que... il y a un petit curseur ici. Je ne sais pas si j'ai fait ça rapidement, je ne vous ai pas montré. Mais j'ai un petit cadenas ici. Je vais reculer complètement. Le petit icône ici me permet de jouer avec le cadrage de l'image. Lorsque je clique dessus puis que je joue avec le cadrage de l'image, bien, l'image demeure quand même selon les dimensions d'origine. Une certaine hauteur pour une certaine largeur, ça c'est la grosseur de son capteur sur son appareil photo. Mais lorsque je viens décocher le petit cadenas que là, bien, je peux jouer avec vraiment la dimension. Puis là, je peux adapter et mettre ma ligne d'horizon vraiment sur une partie que je veux sans jouer avec les proportions qui sont un peu plus au niveau de la largeur.
Donc, tout ça pour te dire, ma chère Caroline, que ton image, le fait d'avoir ta ligne d'horizon en plein centre, bien moi, je trouve ça pas si agréable que ça pour la photo. C'est sûr qu'on va avoir un 2/3, comme je les cadrais actuellement, 2/3 de belles photos, et puis un tiers de nuages, ou c'est l'inverse. Hein. C'est sûr qu'on a, mettons, tu avais un ciel extraordinaire, là, puis un amoncellement de nuages extraordinaire, puis ça devient ton sujet principal, et que le plan ici en bas devient ton sujet secondaire. Mais on aurait eu ce cadrage-là ici, comme ça. Donc, je reviens. Je t'ai parlé de cadrage, on commençait par la fin. Tes ajustements ISO 100, tu avais une focale de 5,9 mm qui est hyper large. Je me demande avec quel appareil photo tu as pris cette photo. Une ouverture de 3,2 et tu avais une vitesse d'obturation de 1 millième. Je soupçonne, on va aller voir. C'est un appareil photo compact. Un Coolpix P900 qui nous permet d'avoir une focale aussi large que ça. Je reviens à la photo. Ça, c'est le côté vraiment le fun d'avoir des petits appareils photo compacts comme ça. On peut les amener avec nous. Ce Coolpix-là, peut-être qu'il a un zoom qui nous permet d'avoir très large comme ça, puis qui est capable de zoomer, je ne sais pas moi, à 200 mm devant, 300 mm. J'ai même vu chez Sony dernièrement un appareil photo qui se rend à 600 mm devant, avec un zoom focal, qui n'est pas un zoom numérique, c'est-à-dire un zoom optique, qui n'est pas un zoom numérique, qui devient très intéressant pour les gens qui font justement la campagne comme ça. Puis, regardez-moi ce beau paysage. Là. OK, je reviens à tes ajustements. Ouverture de 3,2 pour une vitesse d'obturation de 1 millième. Avec les petits appareils compacts comme ça, on se fait jouer un tour. Hein? On pense qu'une ouverture de 3,2 va faire en sorte qu'on va avoir des éléments qui nécessairement vont être hors foyer à cause de la faiblesse de la profondeur de champ. Dans le cas présent, à cause que c'est un appareil photo compact, puis là, c'est comme une autre loi pour eux autres, là, ces appareils photo-là. Eux autres, ils vont prioriser les appareils photo compacts d'avoir des grandes profondeurs de champ. C'est la priorité de ces objectifs-là, de la manière qu'ils les ont conçus. Donc, c'est difficile d'avoir une petite zone de netteté. On favorise justement ces appareils-là vont favoriser d'avoir des grandes profondeurs de champ, peu importe ou presque peu importe leur choix d'ouverture. Le côté obscur de ces appareils-là, c'est c'est difficilement faisable d'avoir une petite profondeur de champ pour faire, par exemple, de la photo de portrait. Je reviens à tes ajustements, une ouverture de 3,2. Si, mettons, que tu ne connaissais pas grand-chose à la photo, Caroline, je te dirais que d'avoir choisi une ouverture de 3,2, mais ne favorise pas le plein potentiel de cette image-là. Puis là, je vais zoomer un peu dans ton image. On peut voir que ces arbres-là ici sont flous. Et puis, dans ton avant-plan, c'est un petit peu plus net. Et puis, on n'a pas beaucoup de netteté derrière, hein. On n'a presque plus de détails. Là. On peut voir que c'est des arbres, là, on a moins de détails. Si j'avais à refaire cette photo-là, d'emblée, parce que je pense que ta mise au point est proche d'ici, là. Il l'a ramassé proche. D'emblée, ben, j'aurais fait en sorte de prendre la mise au point, mettons un petit peu plus loin, là, genre ici, qui représente peut-être la fin de mon premier tiers. Mettons cette zone d'arbre-là. Ça aurait été la fin de mon premier tiers. Peut-être que cette colline-là, qui est vraiment très loin derrière, aurait été la fin de mon troisième tiers. Donc, si j'avais mis ma mise au point sur cette ligne d'arbre-là, j'aurais eu davantage de netteté dans mon image. Mais mon 3.2 ici d'ouverture, il est vraiment serré. J'aurais monté à 5.6 dans ton cas d'un appareil photo compact. Je peux le faire parce que si tu regardes ta vitesse d'obturation ici, 1 millième de seconde, c'est hyper rapide pour ton sujet ici. On a ici quelque chose qui est statique. Hein? Même s'il ventait beaucoup, là, 1 millième, c'est beaucoup de vitesse. S'il ventait énormément, là, on pourrait parler d'un 500e. S'il n'y avait pas beaucoup de vent, on pourrait parler d'un 250e. Si c'était vraiment mort au niveau du vent, écoutez, un 60e, ça aurait été super.
on aurait eu à ce moment-là davantage de profondeur de champ parce que, évidemment, ton ouverture, tu aurais pu la réduire un petit peu plus, c'est-à-dire monter le chiffre, mais dans les faits, dans l'appareil photo, dans l'objectif, l'ouverture va réduire, va se rétracter pour laisser rentrer moins de lumière et favoriser une plus grande profondeur de champ. Côté cadrage, j'en ai parlé. Côté traitement, je ne sais pas si tu as mis un traitement ou est-ce que tu as accentué ta netteté dessus. Ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si tu avais remarqué, tu avais un oiseau aussi. Ça me fait penser à ça parce que je peux voir que, selon le traitement que je peux voir ici, là, c'est comme si on avait accentué la netteté. En passant, ton logo est vraiment super. Si j'avais noté ton logo, il y a un petit contour ici blanc. J'essaierai de l'enlever, ce petit contour-là, parce qu'on peut voir que c'est pixelise ici dans ces zones-là. Là. Je ne l'avais pas remarqué encore. C'est en grossissant sur ton logo qu'on voit ça. Intéressant. Je t'ai déjà parlé de tes zones de haute lumière, puis on est là pour en parler. Hein. Dans ce nuage-là, d'après toi ici, c'est-tu complètement blanc? Moi, je pense que c'est complètement blanc. Donc, il n'y a plus de netteté. J'ai aucune information. C'est comme s'il n'y avait plus rien dans cette zone-là. Il faut faire attention. Probablement que si tu avais pris cette photo-là, tu aurais regardé ta photo derrière ton appareil photo, tu t'aurais dit « Oh mon Dieu, je pense que mes nuages sont vraiment blancs. » Je regarde celui-là ici en arrière. C'est hyper blanc. C'est zéro. On n'a plus de notion. C'est vraiment un pixel qui est rendu blanc. Peut-être que tu aurais pu sous-exposer, donc avec, je ne sais pas, je peux aller voir. Non, j'ai pas la notion de savoir que c'est dans quel mode que tu as pris ta photo sur les métadonnées de ta photo. Mais il n'empêche qu'on aurait pu apporter une correction d'exposition pour sous-exposer peut-être un cran ou deux. Et ça, on verra ça, là, Club Photo Quaticook éventuellement, pour qu'on puisse favoriser ça. Somme toute, une belle photo. Hein? Tu es fier de ta photo, tu me l'as envoyée. Je trouve ça le fun. Prochaine photo. Tout de suite, je vais vous dire, c'est la dernière photo, celle-là ici, de toutes nos photos que l'on a commentées. Oui, c'est la dernière photo déjà. Wow! Tout de suite, c'est mon coup de cœur. Wow! Quand j'ai vu cette image-là, la qualité de l'image, regardez ici, là, dans les zones hors foyer, là, comment il n'y a pas beaucoup de bruit. Très intéressant. Très, très intéressant. Regardez l'ISO. Hein? ISO 100 nous donne cette qualité d'image-là. Quand on va avoir une image qui n'est pas de bruit du tout, là, on peut avoir une image de haut niveau, une image qu'on est capable d'imprimer, qu'on est capable de grandir comme ça, qu'on va avoir une belle qualité d'image, qu'on n'a pas de bruit du tout. C'est très intéressant. Tes ajustements, c'est là qu'on a un petit hic, par exemple. Mais coup de cœur, quand je regarde l'image, je trouve ça super beau. Tes ajustements, c'est là que j'ai un petit hic parce que pour prendre une photo d'une fleur comme ça, ta profondeur de champ doit être très grande. Et on peut voir qu'on perd les pétales ici. La pétale que là, on vient de la perdre. Puis on peut voir que la mise au point est un petit peu plus en avant ici. Ce que les gens font en général, c'est qu'ils voient une fleur comme ça, puis ils vont prendre la photo, puis ils vont faire la mise au point sur le devant de la fleur. Donc, le premier impact que tes cellules ici, tes collimateurs qui vont faire la mise au point, bien, c'est cette zone-là ici qui vont venir frapper. Je ne sais pas si vous pouvez voir que ma voix commence à dérouiller de plus en plus. C'est parce que là, on avance dans le temps. Je voulais faire une petite émission, mais finalement, on s'allonge. Donc, cette zone-là est beaucoup plus nette parce que la mise au point est là. Mais à cause qu'on a une ouverture de 5.6, bien, elle s'essouffle rapidement, notre mise au point. On peut voir que la mise au point est dans cette zone-là, ici, là, quelque part. On peut voir même qu'elle est même proche d'ici, la mise au point. Donc ça, c'est déjà plus au foyer, puis cette zone-là est définitivement plus au foyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est mon ami Anne Rivard qui est mon coup de cœur cette semaine. Je ne l'avais pas mentionné encore. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire la mise au point à la fin du premier tiers. Donc, on va dire que ça ici, là, c'est l'avant-plan de ma photo. Cette zone-là ici, c'est l'avant-plan. La fin entre ça ici et puis ça ici, là, on va dire que c'est pas mal le centre de la photo aussi. C'est-à-dire les petits bras de beauté qui sortent de cette fleur-là ici. Là. Des petits, j'ai le goût de dire des petits poils là, de beauté qui sortent de la fleur et qui va faire en sorte qu'on va avoir une profondeur de champ qui va être qui peut être intéressante. Mais je regarde ça ici. Je vais noter ici un petit peu plus amplifié sur cette zone-là.
Fait qu'on peut voir que ta mise au point là, est dans cette zone-là ici. Là. Comme ça. Donc, comment on fait pour faire une belle photo de fleurs? Eh bien, on met notre appareil photo sur un trépied. Je pense que ça, c'est très, très aidant. Et là, on va activer sur nos appareils photo numériques le mode Live View. Le mode Live View va te permettre de pouvoir zoomer en mode Live View. Tu vas pouvoir zoomer dans ta petite fenêtre que tu vas voir apparaître ton image en arrière. Et là, avec une mise au point, non pas une automatique avec ton déclencheur, mais avec une mise au point en mode manuel. Donc, tu vas activer ta mise au point manuelle sur le barillet de ton objectif. Tu vas le mettre ça sur M pour manuel. Et tu vas faire toi-même la mise au point sur cette zone-là ici, que je vais zoomer, là, sur cette zone-là ici pour accentuer le fait que tu vas faire ta mise au point là. Et là, en choisissant une profondeur de champ qui va être un peu plus grande, pas mal, on va dire, mettons F11, F16, F20, F22, pour pouvoir ouvrir ta profondeur de champ pour avoir un maximum, puis encore là, à F16, là, on ne peut pas dire que cette pétale-là ici derrière va être complètement nette, là. J'assure pas ça du tout. Mais au moins, le centre de ta photo va être beaucoup plus net, puis même qu'on va pouvoir aller voir un peu plus loin là, au niveau de la netteté dans cette photo-là. Est-ce qu'on a de la place pour le faire, monter notre ouverture? On n'oublie pas, si on monte notre chiffre d'ouverture, c'est-à-dire qu'on réduit la quantité de lumière qui entre dans notre objectif. Oui, on a de la place. Ici, on a un 400e de seconde. On pourrait le descendre à un 200e. Donc, on pourrait aller chercher 2 fois plus d'ouverture. Ton ISO ici, on pourrait le monter à 800. Toujours en ayant quand même une belle qualité d'image qui nous permet aussi de pouvoir pomper un peu plus de lumière sur ton capteur, d'où le besoin de le descendre au niveau de sa quantité de lumière qui va rentrer dans l'objectif. Donc, d'avoir une ouverture qui est un petit peu plus grande, voire F22. Je pense que tu as saisi où ce que je voulais en venir. Ton cadrage, je le trouve magnifique. On n'en parle pas. Oui, c'est très centré, mais c'est très près. Hein, je vous l'ai dit tantôt. Quand on s'approche de notre sujet, bien, on est capable de favoriser un cadrage un peu plus restreint de cette façon-là. Et côté traitement, ben, c'est statique. Hein, il n'y a pas énormément de traitement personnalisé sur cette image-là. Mais ça parle tout seul. C'est une magnifique fleur. Puis c'est mon coup de cœur cette semaine. Hein. Bravo, bravo, bravo. Alors voilà, c'est ce qui complète notre émission cette semaine. Je vous rappelle que si vous voulez que je commande vos photos, toujours dans une notion d'apprentissage côté lors de votre prise de vue, que ce soit au niveau du cadrage par la suite, que ce soit au niveau du traitement de la photo, eh bien, n'hésitez pas à envoyer vos photos à fandefoto@milimic.com et je vous indique l'adresse ici sur la belle photo d'Anne. Et je vous invite à m'envoyer vos photos au cours de la semaine. Et puis, probablement que d'ici quelques jours, je vais m'arrêter une fois encore puis je vais commenter vos photos. J'espère que vous avez apprécié. Et si vous appréciez l'image, bien, le projet que j'ai de commenter vos photos, bien, n'oubliez pas, vous pouvez le partager à vos amis. De façon de faire connaître davantage l'émission Fan de photos vous commente. Et puis moi, si j'ai une belle écoute comme ça, généreuse de plusieurs auditeurs, bien ça va me forcer à continuer ce projet de Fan de photos vous commente. Écoutez, je vous souhaite une super belle semaine de photos et je vous dis à très bientôt, mes chers amis. Au revoir.